Léo! Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Réponds-moi! Pendant 8 longues années, le petit garçon passait son temps à se toucher l'oreille droite, comme si un murmure invisible le tourmentait de l'intérieur. Chaque médecin qu'il consultait hochait la tête avec le même air résigné. Rien à faire, c'est définitif. Son père, un homme immensément riche, avait pourtant tout tenté. Il avait dépensé des fortunes, traversé des continents en jet privé, supplié les plus grands spécialistes du monde de réexaminer le cas de son fils. Tous finissaient par hausser les épaules. Puis un jour, une simple employée de maison remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Ce qu'elle découvrit au fond de l'oreille de cet enfant allait changer des vies et vous laisser sans voix. Avant de continuer cette histoire incroyable, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines parties. Dites-nous aussi dans les commentaires, vous regardez de quel pays, de quelle ville? Je suis sûr que cette histoire est arrivée jusqu'à vous pour une raison précise. Alexandre Moreau était l'un des hommes les plus fortunés de France. Il possédait des villas sur la Côte d'Azur, un appartement-terrasse dominant Paris, une flotte d'avions privés et des comptes bancaires dont les zéros semblaient infinis. Mais toute cette richesse n'avait aucun goût quand il rentrait le soir dans sa vaste propriété des Yvelines. Car son fils unique, Léo, était né sourd. À 8 ans, Léo n'avait jamais entendu le moindre son, ni le rire d'un enfant, ni le chant des oiseaux au printemps, ni même la voix de son père qui lui disait « Je t'aime » chaque soir en le bordant. Alexandre avait tout essayé. Il avait pris rendez-vous dans les centres les plus prestigieux, la Salpêtrière à Paris, la Mayo Clinic aux États-Unis, des cliniques spécialisées à Zurich, à Singapour, à Boston, des otorino-laryngologistes mondialement réputés, facturant des milliers d'euros par consultation, avaient examiné Léo sous toutes les coutures. IRM haute résolution, potentiels évoqués auditifs, tests génétiques poussés, exploration chirurgicale mini-invasive. À chaque fois, le verdict tombait, implacable, surdité neurosensorielle congénitale profonde, irréversible. Acceptez la situation, monsieur Moreau. Votre fils vivra dans le silence. Apprenez-lui la langue des signes, équipez-le d'implant cochléaire si vous le souhaitez, mais n'espérez pas de miracle. Pourtant, Alexandre ne pouvait pas accepter. Léo était tout ce qui lui restait de sa femme, Élise. Elle était morte le jour même de l'accouchement, emportée par une hémorragie foudroyante que personne n'avait anticipée. Alexandre tenait encore sa main quand elle avait rendu son dernier souffle, ses lèvres essayant de former des mots qu'elle n'avait plus la force de prononcer. Dans le portrait de famille accroché au-dessus de la cheminée du grand salon, on voyait Élise rayonnante, Alexandre plus jeune et plein d'espoir, et Léo, bébé, âgé de seulement 3 mois au moment de la photo. Ce tableau était devenu une sorte de sanctuaire. Chaque soir, Alexandre s'asseyait dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main, et fixait ce sourire figé dans l'huile. Il se demandait « Et si j'avais choisi un autre hôpital? Et si j'avais insisté pour un deuxième avis plus tôt? Et si j'avais été plus attentif aux signes pendant la grossesse ?» La culpabilité s'était installée en lui comme une seconde peau. La maison elle-même semblait respirer cette tristesse. La propriété des Moreau s'étendait sur 30 hectares de forêt et de pelouse impeccables. De l'extérieur, c'était un rêve architectural, façade en pierre blonde de Bourgogne, colonnade classique, fontaine murmurante dans la cour d'honneur, roseraie taillée au millimètre. Mais une fois les lourdes portes refermées, le silence tombait comme une chape de plomb. Pas un son de télévision, pas une note de musique, pas un éclat de rire. Les domestiques avaient appris à marcher sur la pointe des pieds, à parler en chuchotement, à refermer les portes sans le moindre claquement. Alexandre avait imposé cette règle dès les premiers mois. Pas de bruit autour de Léo, il ne doit pas sentir qu'il manque quelque chose. Mais ce silence n'était pas apaisant, il était oppressant, presque palpable, comme si la maison retenait son souffle depuis 8 ans. C'est dans ce décor figé qu'arriva, un matin d'octobre pluvieux, une jeune femme nommée Amina. À 28 ans, elle n'avait ni diplôme universitaire ni expérience dans les grandes maisons. Elle venait de la banlieue parisienne où elle luttait chaque mois pour payer la maison de retraite médicalisée de sa grand-mère qu'il avait élevée après la mort tragique de ses parents dans un accident de la route. Les factures s'accumulaient, les relances se faisaient menaçantes. Quand l'agence lui proposa ce poste de femme de ménage chez les Moreau, elle n'hésita pas une seconde.
Peu importe le luxe de la maison ou la réputation distante du propriétaire, elle avait besoin de ce salaire. La gouvernante en chef, Madame Lefebvre, l'accueillit avec un regard scruteur. « Vous êtes Amina ?»« Oui, madame. Vous nettoierez, vous resterez discrète et surtout, vous ne vous approcherez pas du petit. Monsieur Moreau ne tolère aucune familiarité avec son fils. La dernière employée qui a tenté de l'aider est partie le lendemain. » Amina hocha la tête, les yeux baissés. « Je suis là pour travailler, rien d'autre. » Mais dès le premier jour, en traversant les longs couloirs au parquet ciré, elle le vit. Un petit garçon de 8 ans, assis sur les marches de l'escalier monumental, alignant méticuleusement des petites voitures rouges. Il ne levait jamais les yeux, ne réagissait à aucun bruit, ses épaules étaient légèrement voûtées comme s'il portait un poids invisible. Et surtout, il se touchait l'oreille droite encore et encore, avec une petite grimace de douleur à chaque contact. Amina sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle avait déjà vu ce geste. Elle continua son chemin sans un mot, mais dans le fond d'elle, une petite voix murmurait déjà « Regarde mieux, il se passe quelque chose ici ». Amina commença son travail comme on lui avait demandé. Tête baissée, geste discret, silence absolu. Elle passait ses journées à cirer les parquets anciens, à dépoussiérer les bibliothèques remplies de livres reliés que personne ne lisait plus, à nettoyer les vitres immenses qui donnaient sur les jardins impeccables. Mais ses yeux, eux, ne restaient jamais longtemps au sol. Ils suivaient Léo. Chaque matin, vers 9 heures, le petit garçon s'installait dans la grande véranda vitrée qui surplombait la roseraie. Il s'asseyait en tailleur sur le tapis persan, entouré de ses avions miniatures en plastique et de puzzles à moitié terminés. Il ne parlait pas, bien sûr. Il ne chantonnait pas comme les autres enfants de son âge. Il construisait, alignait, réparait, dans un monde qui semblait parfaitement ordonné et parfaitement isolé. Les autres domestiques passaient devant lui sans s'arrêter, comme s'il était une statue fragile qu'on risquait de renverser par mégarde. Certains murmuraient entre eux, quand ils pensaient que personne n'écoutait, « Le petit est maudit. Sa mère est partie avec son audition. C'est comme ça. » Amina n'y croyait pas. Elle voyait un enfant qui souffrait, un enfant qui attendait qu'on le regarde vraiment. Et puis, il y avait ce geste répétitif. Léo portait régulièrement sa main droite à son oreille. Pas pour gratter, pas pour jouer. Il appuyait légèrement, retirait ses doigts, grimaçait une fraction de seconde, puis recommençait 5 minutes plus tard. Ce n'était pas un tic nerveux, c'était une douleur. Amina le savait. Elle avait vu exactement la même chose chez son petit cousin Malik, des années plus tôt, à Dakar. Malik avait passé 6 ans à se plaindre d'une oreille qui faisait mal dedans, 6 ans à être traité pour des otites imaginaires, jusqu'au jour où une infirmière d'un dispensaire avait insisté pour regarder avec un otoscope. Un énorme bouchon de cérumen compacté, dur comme de la pierre, obstruait complètement le conduit. Une simple extraction, et le monde de Malik s'était ouvert en son. Il avait pleuré de joie en entendant la voix de sa mère pour la première fois depuis ses 2 ans. Amina n'était pas médecin, elle n'avait aucun diplôme, mais elle avait des yeux, et elle avait vu Malik. Alors elle observait Léo. Elle remarquait que la grimace était plus forte certains jours, surtout quand il faisait froid ou quand il avait passé trop de temps dehors. Elle remarquait aussi que personne, absolument personne dans cette maison, ne semblait plus le voir faire ce geste, comme si la douleur était devenue invisible à force d'être ignorée. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait les vitres de la véranda, elle vit Léo lutter avec une pièce d'avion. L'aile ne voulait pas s'emboîter. Ses petits doigts tremblaient de frustration. Il tapa du poing sur le tapis, les lèvres pincées, les yeux brillants de larmes contenues. Amina hésita. Les mots de Madame Lefebvre résonnaient encore. « Ne vous approchez pas du petit. » Mais quelque chose en elle refusa d'obéir. Elle posa son chiffon, s'approcha doucement et s'agenouilla à 1 mètre de lui. Elle ne parla pas, elle tendit simplement la main, paume ouverte, vers la pièce récalcitrante. Léo la regarda, surpris. Après une seconde d'hésitation, il posa l'aile dans sa main. Amina l'examina, trouva le bon angle et l'emboîta avec un petit clic net. Léo cligna des yeux. Puis, miracle minuscule, le coin de sa bouche se releva. Pas un grand sourire, juste un éclat fugace, comme une étoile filante. Amina lui rendit son demi-sourire et leva la main en un petit signe amical. Léo répondit par le même geste, timide. Ce soir-là, dans sa petite chambre de personnel au dernier étage, Amina ne trouva pas le sommeil. Elle repensait à ce geste de main.
Une chose si simple. Et pourtant, dans cette maison où personne ne se touchait plus, où les regards glissaient sans s'arrêter, ce geste avait valu de l'or. Le lendemain matin, avant que Léo ne descende, elle plia un morceau de papier kraft qu'elle avait trouvé dans la cuisine et fabriqua un petit oiseau aux ailes élégantes. Elle le posa sur la 3e marche de l'escalier, l'endroit où Léo s'asseyait toujours pour attendre son père le soir. Elle ne resta pas pour voir sa réaction. Mais le surlendemain, l'oiseau avait disparu. À sa place, un bout de papier arraché d'un cahier d'écolier. 2 mots écrits d'une écriture maladroite, tremblante, mais lisible. « Merci ». Amina pressa le papier contre sa poitrine. Elle ferma les yeux et murmura « Mon Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Je ne suis qu'une femme de ménage, mais si cet enfant a besoin d'aide, ne me laisse pas détourner le regard. » Elle ne le savait pas encore, mais cette prière venait d'être entendue, et la réponse allait arriver sous la forme d'une douleur qui ne pouvait plus être ignorée. Les semaines suivantes furent un lent rapprochement secret. Amina laissait des bonbons dorés sur les marches, Léo répondait de dessins d'avions pliés en 2 glissés sous une pile de serviettes propres. Ils inventèrent leur langage. 2 tapes sur la poitrine pour « content », un doigt pointé vers le ciel pour « avion », les 2 paumes jointes pour « en sécurité ». Peu à peu, Léo commença à utiliser ce dernier signe quand Amina passait près de lui. En sécurité. Pour Amina, c'était plus précieux que n'importe quel salaire. Mais les murs ont des oreilles, même dans une maison silencieuse. Un soir, Madame Lefebvre la coinça dans l'office. « Je vous ai vu avec le petit. Madame, je vous avais prévenu. Monsieur Moreau ne tolère pas qu'on s'approche du petit. Vous êtes là pour nettoyer, pas pour jouer les sauveuses. S'il apprend que vous interférez, vous partez immédiatement, sans référence, sans rien. » Amina baissa les yeux. « Je ne veux pas causer de problème, il est juste seul. » Madame Lefebvre s'approcha, voix basse et tranchante. « Sa solitude n'est pas votre affaire, et ce qui ne peut pas être réparé ne doit pas être touché. » Amina n'y répondait pas, mais dans sa tête, une question tournait en boucle. Et si c'était réparable? Et si tout le monde se trompait depuis 8 ans? Cette nuit-là, elle ouvrit sa petite Bible usée et pria longtemps dans le noir. Dehors, la pluie tambourinait sur les vitres du manoir. Dedans, une guerre silencieuse commençait. Entre la peur de perdre son emploi, la survie de sa grand-mère et la certitude grandissante qu'un petit garçon souffrait sous ses yeux et qu'elle était peut-être la seule à pouvoir l'aider. Les jours suivants furent un supplice pour Amina. Elle continuait son travail comme si de rien n'était, balayer les couloirs interminables, astiquer l'argenterie qui ne servait jamais, plier le linge avec une précision militaire. Mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'elle croisait Léo, elle cherchait son regard, et chaque fois qu'il se touchait l'oreille, son cœur se serrait un peu plus fort. La grimace était devenue plus fréquente, plus profonde. Parfois, il s'arrêtait net au milieu d'un jeu, les 2 mains plaquées contre son oreille droite, les yeux fermés, comme s'il essayait de contenir une explosion à l'intérieur de sa tête. Amina savait. Elle savait exactement ce qu'elle voyait, mais savoir n'était pas suffisant. Agir, c'était risquer tout. Son emploi, le salaire qui payait la maison de retraite de sa grand-mère à Guédiawaye, la stabilité fragile qu'elle avait enfin retrouvée après des années de galère. Et si elle se trompait? Et si ce n'était qu'un bouchon de cérumen banal, mais que l'extraction tournait mal? Une perforation, une infection, une plainte pour exercice illégal de la médecine. Elle finirait en prison et sa grand-mère serait transférée dans un centre public où personne ne viendrait la voir. 3 nuits d'insomnie. 3 nuits à fixer le plafond de sa petite chambre, à tourner et retourner la même question. Et si c'était le seul moyen? Elle repensait à Malik, son cousin, à la façon dont il avait hurlé de joie en entendant le klaxon d'un taxi pour la première fois. Elle repensait à son frère cadet, parti trop tôt à cause d'une maladie qu'on n'avait pas pu soigner, faute d'argent. Elle s'était juré, ce jour-là, devant la tombe encore fraîche, plus jamais rester les bras croisés devant la souffrance d'un enfant. Le 3e soir, elle s'assit sur le bord de son lit, sa petite Bible ouverte sur les genoux. Les mots dansaient devant ses yeux. Elle murmura dans le noir. « Seigneur, je ne suis personne. Je n'ai ni titre, ni autorisation, ni savoir. Mais si tu m'as mise sur le chemin de cet enfant, donne-moi le courage. Montre-moi que je ne me trompe pas. » Aucun éclair, aucune voix du ciel. Juste le bruit de la pluie contre la vitre et le tic-tac lointain d'une horloge. Mais au fond d'elle, une paix étrange s'installa. Pas une paix légère, une paix lourde, celle qui vient quand on accepte de sauter sans filet.
Le lendemain, Alexandre était en déplacement à Genève pour une réunion d'investisseurs. La maison était encore plus silencieuse que d'habitude. Amina pliait des serviettes dans le couloir du premier étage quand elle entendit le bruit. Un choc sourd, suivi d'un gémissement étouffé. Elle lâcha tout et courut. Léo était recroquevillé sur le tapis du couloir, près de la grande bibliothèque. Les deux mains écrasées contre son oreille droite, le corps secoué de tremblements. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Pas un cri, pas un son, juste ce visage tordu par une douleur qu'il ne pouvait même pas exprimer. Amina tomba à genoux près de lui. « Léo, Léo, regarde-moi !» Il ouvrit les yeux, rouges, noyés. Elle signa lentement avec des gestes doux. « Ton oreille ? Très mal ?» Il hocha la tête violemment, plus de larmes. « Je peux regarder ? Juste regarder ? Je te promets, je serai très douce. » Il hésita. La peur passa dans ses yeux, la peur accumulée de 8 ans de piqûres, de machines bruyantes, de médecins qui promettaient et ne tenaient jamais parole. Mais ensuite, il se pencha vers elle, confiance totale. Amina inclina délicatement sa tête vers la lumière du lustre. Elle n'avait pas d'autoscope, mais la lumière du jour qui entrait par la fenêtre haute suffisait. Au fond du conduit auditif droit, elle le vit clairement, une masse sombre, irrégulière, gonflée, presque noire, collée contre la paroi, plus grosse que ce qu'elle avait soupçonné, dense, ancienne. Son cœur cognait si fort qu'elle l'entendait dans ses tempes. « Léo », signa-t-elle, les mains tremblantes. « Il y a quelque chose dedans, quelque chose qui bloque. C'est pour ça que tu as mal, c'est pour ça que tu n'entends pas. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Il faut le dire à ton papa. » Panique immédiate. Ses petites mains s'agitèrent frénétiquement. « Non, non, pas médecin, mal, toujours mal, jamais aide. » Amina sentit son cœur se déchirer. Elle prit ses mains dans les siennes, les serra doucement. « Moi, je ne te ferai jamais mal, jamais, tu me crois ?» Il la fixa longtemps, puis hocha la tête lentement. Elle le garda contre elle jusqu'à ce que ses tremblements s'apaisent. Elle le raccompagna dans sa chambre, lui donna un verre d'eau et resta assise près de son lit jusqu'à ce qu'il s'endorme épuisé par la douleur. Cette nuit-là, Amina ne rentra pas dans sa chambre. Elle resta dans le couloir, assise par terre contre le mur, à fixer le vide. Elle savait ce qu'elle avait vu, elle savait ce qu'il fallait faire, mais elle savait aussi ce que ça lui coûterait. Le lendemain soir, la crise revint, plus violente. Léo s'effondra dans le couloir principal, hurlant en silence, les ongles enfoncés dans son oreille. Amina arriva la première. Elle le prit dans ses bras, le berça, l'emmena dans un petit salon adjacent où personne ne viendrait le déranger. Elle sortit de sa poche la pince fine et stérilisée qu'elle avait prise dans la trousse de premiers soins 3 jours plus tôt. Elle l'avait gardée au cas où. Le cas était arrivé. « Léo », signa-t-elle, la voix intérieure tremblante. « Je vais essayer d'enlever ce qui te fait mal. Ça va être rapide. Tu me fais confiance ?» Il pleurait, mais il hocha la tête. Amina prit une grande inspiration. « Seigneur, guide mes mains. » Elle inclina sa tête avec une infinie douceur, approcha la pince, trouva la masse. Elle accrocha, tira doucement, résistance. Son pulse battait dans ses tempes. Elle tira encore, plus fort, mais toujours contrôlé. Et soudain, ça céda. Un bloc sombre, irrégulier, humide, atterrit dans sa paume. Des années de cérumen compacté, mélangées à des poussières et à Dieu sait quoi d'autre. Obstruction totale depuis 8 ans. Léo inspira brutalement. Un vrai son, fort, audible. Ses yeux s'ouvriraient en grand. Il porta la main à son oreille, comme pour vérifier. Puis il tourna la tête vers l'horloge ancienne qui trônait au bout du couloir, celle qui faisait tic-tac depuis toujours. Il ouvrit la bouche. Un mot rauque, hésitant, sortit. « Tic !» Amina pleura. « Oui, mon cœur, c'est l'horloge, tu l'entends. » Léo toucha sa gorge, sentit vibrer sa propre voix. Ses yeux s'emplirent d'émerveillement. Il ouvrit la bouche à nouveau. Un mot, le premier. « Papa !» À cet instant précis, des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Alexandre venait de rentrer plus tôt que prévu. Il apparut dans l'embrasure du porte, vit son fils par terre, vit Amina agenouillée, les mains tachées de sang et de cérumen, la pince et la masse sombre dans sa paume. Son visage devint livide. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ?» Alexandre se précipita comme un ouragan. Il écarta Amina d'un geste brusque, s'agenouilla près de Léo et le prit par les épaules, les yeux fous de panique et de rage. « Léo, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Réponds-moi !» Léo tressaillit violemment au son de cette voix, une voix qu'il entendait pour la première fois, si forte, si proche, si réelle.
Ses oreilles, libérées après 8 ans de prison silencieuse, captaient chaque syllabe comme un choc électrique. Il porta les mains à ses oreilles, pas par douleur cette fois, mais par surcharge. Trop de sons, d'un coup. Puis il regarda son père droit dans les yeux. Sa petite bouche s'ouvrit. Un son rauque, hésitant sortit. Pas... Alexandre se figea. Tout son corps devint statue. Quoi? Léo leva une main tremblante et toucha la joue de son père, comme pour vérifier que c'était bien lui, que cette vibration dans l'air venait vraiment de cet homme qu'il avait toujours vu, mais jamais entendu. « Ta voix !» murmura-t-il, les larmes coulant à nouveau, mais pas de douleur, de stupéfaction. « C'est ta voix ?» Alexandre chancela, ses jambes cédèrent sous lui. Il tomba assis par terre, serrant Léo contre lui, incapable de parler. Des sanglots muets secouaient ses épaules, les premiers vrais sanglots qu'il s'autorisait depuis la mort d'Élise. Mais soudain, son regard retomba sur Amina, sur ses mains tachées de sang léger et de cette masse sombre irrégulière posée dans sa paume ouverte comme une preuve vivante. La pince fine, le bouchon noirci par les années. La terreur revint en force, balayant l'émerveillement. « Sécurité !» hurla-t-il d'une voix qui fit vibrer les lustres. « Immédiatement !» 2 agents de sécurité surgirent en moins de 10 secondes, comme s'ils attendaient derrière la porte. Ils saisirent Amina par les bras, la relevèrent sans ménagement. « Non !» cria Léo, un vrai cri aigu, déchirant. « Non, pas elle !» Le son de la voix de son fils, forte, désespérée, vivante, stoppa net Alexandre. Il leva une main tremblante. « Attendez !» Mais la peur était plus forte que la raison. « Emmenez-la au bureau de sécurité. Appelez la police. Elle n'est pas médecin. Elle aurait pu le tuer. » Amina ne se débattit pas. Elle se laissa entraîner, les yeux rivés sur Léo. Elle articula silencieusement en exagérant les lèvres pour qu'il comprenne. « Ça va aller. Tu vas être bien maintenant. » Léo hurla encore, des sanglots bruyants, désordonnés, les premiers vrais cris de chagrin et de peur qu'il ait jamais pu exprimer. Il se débattait dans les bras de son père, tendant les mains vers Amina qui disparaissait dans le couloir. À l'hôpital privé le plus proche, ce fut le chaos organisé. Les urgentistes prirent Léo en charge immédiatement. Test auditif en urgence, tympanoscopie, audiogramme, scanner de contrôle. Alexandre faisait les 100 pas dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille, appelant ses avocats, ses contacts, exigeant des explications. Une infirmière vint le chercher au bout d'1 heure. « Monsieur Moreau, le docteur principal veut vous voir. » Dans un petit bureau adjacent à la salle d'examen, le docteur Laurent, otorino expérimenté, était assis derrière son ordinateur, le visage grave. Il fit signe à Alexandre de s'asseoir. « Je ne vais pas tourner autour du pot. Votre fils entend, parfaitement. L'audiogramme est normal, pas de lésions neurosensorielles, pas de malformation congénitale irréversible. Ce que nous pensions être une sourdité profonde depuis la naissance était une obstruction mécanique complète du conduit auditif droit, depuis des années. » Alexandre sentit le sol se dérober. « Comment ?» Le docteur fit pivoter son écran. Il afficha un ancien scanner, daté de 5 ans plus tôt, un contrôle de routine que Alexandre avait payé une fortune. Là, entouré en rouge sur l'image, obstruction dense du conduit auditif droit. Recommandation, extraction immédiate sous microscope. Risque de sourdité de conduction prolongée si non traité. Alexandre fixa l'écran. « Quelqu'un a vu ça ?» Le docteur Laurent hocha la tête, mal à l'aise. « Oui, c'est noté dans le dossier, mais aucun suivi n'a été programmé. Votre protocole de suivi conservateur pour sourdité congénitale présumée a été maintenu. Les consultations se sont poursuivies, les honoraires aussi. » Alexandre murmura, la voix blanche. « Ils ont laissé mon fils sourd parce que c'était plus rentable de le garder en traitement long terme ?» Le silence du médecin fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Alexandre se leva d'un bond. Où est la femme qui l'a soigné? Au bureau de sécurité de la propriété, Amina était assise sur une chaise en métal, les mains jointes sur les genoux, le regard perdu. Elle ne pensait pas à elle. Elle priait pour Léo, que son audition reste stable, que la joie ne s'efface pas, que son père comprenne enfin. La porte s'ouvrit. Alexandre entra, seul. Il n'était plus l'homme furieux de tout à l'heure. Ses yeux étaient rougis, ses épaules voûtées. Il ressemblait à quelqu'un qui venait de perdre et de retrouver son monde en l'espace d'1 heure. « Amina !» Elle se leva, prête à s'expliquer. « Monsieur, je... » Il leva une main. « Ne dites rien, pas un mot. » Il s'approcha, lentement. Puis, devant elle, cet homme qui dirigeait des empires et négociait des milliards tomba à genoux. « Je suis désolé, » murmura-t-il, la voix brisée. « Tellement désolé. » Amina sentit ses larmes monter.
Les médecins savaient, continua Alexandre. Ils ont vu l'obstruction il y a des années. Ils l'ont laissé là, parce que mon argent payait mieux comme ça. J'ai cru aux diplômes, aux titres, aux machines. J'ai dépensé des fortunes sans jamais vraiment regarder mon fils. Mais vous l'avez regardé. Vous avez vu sa douleur. Vous avez agi quand tout le monde avait renoncé. Amina pleura doucement. Je l'ai juste aimé, monsieur. C'est tout ce que j'ai fait. Alexandre secoua la tête. Non, c'est tout ce qu'il fallait. Il se releva. J'ai passé 8 ans à vouloir acheter un miracle. Dieu m'en a envoyé un, par la femme que j'avais embauchée pour nettoyer mes sols. Ils retournèrent ensemble à la chambre de Léo. Le petit garçon était assis dans son lit, un casque auditif sur les oreilles, écoutant une berceuse pour la première fois. Quand il les vit rentrer, il arracha le casque et sauta du lit. Il courut vers Amina, l'enlaça de toutes ses forces. « Merci, dit-il, d'une voix encore rauque mais claire. « Merci beaucoup. » Amina s'agenouilla, le serra contre elle. « Tu as toujours valu la peine d'être entendu, mon cœur. Toujours. » Léo se tourna vers son père. « Papa, j'entends ton cœur. Il bat très fort. » Alexandre tomba à genoux à son tour et attira son fils dans une étreinte désespérée. Pour la première fois depuis 8 ans, Léo entendit son père pleurer. Des sanglots profonds, libérateurs. Amina resta en retrait, les yeux en larmes, le cœur enfin apaisé. Dieu n'avait pas répondu avec de l'argent ni avec des titres. Il avait répondu avec des mains prêtes, un cœur fidèle et une femme de ménage qui avait osé regarder là où tout le monde détournait les yeux. Parfois, c'est exactement tout ce dont un miracle a besoin. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines histoires vraies ou inspirées de la vraie vie qui changent le regard sur le quotidien. Likez la vidéo si vous croyez encore aux petits gestes qui peuvent tout transformer. Activez la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle histoire arrive. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Avez-vous déjà vu quelqu'un d'invisible faire une énorme différence autour de vous ? Partagez votre histoire, je lis tous les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous prendre aux tripes. Prenez soin de vous et surtout, regardez autour de vous. Parfois, le miracle est juste là, en train de nettoyer le sol, et il attend qu'on le voie enfin. À très vite, face à la vie.